Sortant de l'aéroport, ils m'ont passé une cagoule sur la tête, donc je ne savais pas où. Et pendant 6 jours, je n'ai pas su où j'étais, ni à qui j'avais affaire. Je dis au chauffeur, on va où? Il me dit, je ne sais pas. Vous ne considérez pas qu'il a été un obstacle à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, à votre libération? Je pense, oui, d'une certaine manière, oui. Vos conditions de détention? Celle de toute prison, à la fois normale. On est réduit évidemment de tous les côtés. Déplacement, on ne peut pas parler, on peut pas agir comme on Pas veut. de contact avec d'autres détenus? Pas de contact avec les autres détenus, ni surtout avec l'extérieur, d'aucune manière. Je n'avais même pas d'avocat. Donc j'étais coupé du monde. Ben, la vie est dure dans une prison. Le temps est long. On se fatigue, on s'épuise très vite, on se sent mourir. Au bout d'1 mois, 3 mois, on ne se reconnaît plus. On a perdu de sa masse musculaire, on a perdu la moitié de son vocabulaire. Moi, j'ai du mal à parler. Je suis obligé de chercher chacun des mots pour... Les relations avec vos Alors, geôliers, entre guillemets, les gardiens de prison, ils vous parlaient, qu'est-ce que vous représentiez pour eux? rien, ils sont très professionnels. Ils vous garderaient comme ils me gardaient, comme ils garderaient n'importe qui. Pas d'échange, pas de dialogue. Pas d'échange, ils viennent, ils ouvrent la grille, ils s'en vont, ils vous remettent en cellule, ils referment, ils partent. Les relations avec les détenus sont beaucoup plus humaines. On est dans la même désespérance. On se retrouve même si en face on a des assassins. C'est une prison, plein d'assassins, de trafiquants de toutes sortes. Des gens qui sont condamnés à 20 ans, 30 ans de prison. Est-ce que vous avez pu lire? Non. Vous n'aviez pas de livre? Pas de livre. Pourtant, il y a une bibliothèque. Oui. J'ai demandé une autorisation parce qu'en prison, pour faire quoi que ce soit, il faut écrire au directeur. Monsieur le directeur, je sollicite la possibilité de visiter votre bibliothèque et emprunter des livres. On me l'a accordé après 3 ou 4 mois. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des livres religieux, essentiellement. Des Corans, des trucs. Et en français, j'ai trouvé des brouillons, des charcutés, pourris, de vieux bouquins bouffés au mythe. Mais bon, voilà, je les ai quand même récupérés et je les ai lus. À l'inverse, est-ce que vous avez pu écrire? Est-ce que vous avez pu écrire? Non, c'est pas possible. On ne peut pas écrire. Vous n'avez pas pu écrire en Je prison? ne pouvais pas, psychologiquement, Oui. écrire quoi? Mon quotidien, bon, ben ça, si c'est un journal, on le fait après. Je n'avais pas de... mais je pensais au livre que je ferai plus tard. Je me dis, plus tard, si je sors de prison, je raconterai cela de telle manière. Est-ce que ce sera un livre politique, un livre de prisonnier, on va dire? Donc ce livre, il est déjà un peu en vous. Il est déjà en train de mûrir. J'ai envie de raconter Boualem Sansal, qu'on appelle en Algérie la légende, en prison et dans toutes les prisons d'Algérie. Oui. On m'appelle la légende. La légende vue par les détenus, les islamistes, qui pensaient que ma libération allait entraîner la leur. Quand vous êtes arrêté à l'aéroport le 16 novembre 2024, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous aviez cette idée que vous rentriez finalement dans un tunnel qui allait être très long ou pas du tout? C'est la sidération. On ne pense à rien. On pense à rien. J'arrive devant le guichet de l'aéroport, je donne mon passeport, le policier scanne mon passeport, et puis je le vois tiquer. Il me regarde, il regarde le passeport, et puis il me pose 2 questions. Quel est le prénom de votre père? Je lui dis, et le prénom de votre mère? Et puis, allez vous asseoir sur ce banc, on va venir vous chercher. Et j'ai attendu pendant 1 heure, assis, et puis à un moment donné, un policier est venu. Il a pris mes passeports, il m'a dit suivez-moi. Je me suis retrouvé dans les entrailles de l'aéroport où j'étais enfermé pendant... Alors que je suis arrivé à Alger, il était 5 heures. Et on est venu me chercher à 2 heures du matin, des gens en civil qui m'ont passé les malottes et puis qui m'ont emmené où, je ne sais pas. Parce qu'en sortant de l'aéroport, ils m'ont passé une cagoule sur la tête, donc je ne savais pas où. Et pendant 6 jours, je n'ai pas su où j'étais, ni à qui j'avais affaire. Et je le répétais sans arrêt, si vous voulez que je vous réponde, identifiez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour quel service travaillez-vous? Vous ne saviez pas qui vous aviez en face de vous? Le service, voilà. Quand vous êtes rendu en Algérie, vous disiez, je n'ai pas d'inquiétude, ils me prennent pour un vieux fou.
Voilà ce que vous disiez. Mais vos amis, et notamment le prix Goncourt, Kamel Daoud, il était conscient de ces risques et vous avez prévenu. Je n'avais pas conscience des risques de manière pressante. Je savais qu'un jour ou l'autre, je serais arrêté, inquiété, questionné. Mais à chaque fois, je pense que c'est pour plus tard. Jusqu'à présent, je n'avais rien fait. Je ne voyais pas quelle raison pousserait le pouvoir à m'arrêter. Il y en avait une, en fait. C'était que depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la marocanité du Sahara. C'est de là, tout a commencé là. Il y a une question que les gens se posent ce soir, bien évidemment, et ceux qui vous écoutent. Est-ce que votre parole est ce soir, on va dire, contrainte, limitée, bridée? Oui. Oui, en quelque sorte, là, je ne vous parle pas de manière naturelle, parce que moi, naturel, je suis plutôt exubérant, Oui. et je m'étends dans tous les sens. Là, je contrôle chacun de mes mots. Contrôlé parce que quoi? Parce que ce contexte diplomatique, Le parce que contexte les enjeux diplomatique. sont politiques, parce qu'il existe, et notamement encore Christophe Glaise, par exemple, Voilà. qui est emprisonné aujourd'hui en exactement Algérie, ça. alors qu'il est journaliste sportif, et qu'il son procès aura lieu le 3 décembre. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous contraint? C'est exactement ça. Vous avez répondu à la question. D'abord, j'ai peur pour ma famille. Si je retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois, on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à mes compagnons de cellule qui, je pense, maintenant, vont être arrêtés alors qu'ils sont en prison et questionnés. Que savent-ils? Que leur ai-je dit? Ils vont essayer de reconstituer tout. Je pense à Christophe Glaise, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Plusieurs dizaines de détenus politiques, pour des raisons comme ça, bizarres, on ne sait pas lesquelles. Il y a ça, mais il y a aussi le fait, le contexte diplomatique. Il y a 3 pays qui, en ce moment, essayent de construire quelque chose, je ne sais pas quoi, la paix peut-être, la coopération, la France, l'Algérie et l'Allemagne. Et donc, il faut une certaine prudence. Le gouvernement algérien réagit toujours de manière épidermique. Un petit mot comme ça, et c'est la grande colère. Vous avez entendu tout à l'heure, M. Tebboune, quelle gesticulation il parlait de moi, en me traitant de bâtard, Boualem Sansal, est-ce que vous avez été débriefé par les services de renseignement français? Non, ça je dois dire. Aucun entretien avec eux? Non, absolument pas. J'ai rencontré le président Macron, j'ai rencontré Jean-Noël Barrot, des hauts fonctionnaires du ministère. On a eu des discussions tout à fait normales. Non, j'ai pas été, ni d'ailleurs en Allemagne, alors que j'étais dans l'hôpital militaire. Revenons sur le jour de votre libération. Comment les choses se sont déroulées? On a forcément envie de savoir. Qui est venu vous chercher et qui vous a annoncé que vous alliez être libéré? Alors, ma libération était dans les tuyaux depuis le moment de l'arrestation. Au moment de mon arrestation, une semaine après, on disait « Mais non, tu vas te libérer dans une semaine ». Et ça, c'est ça a été long, Boualem Sansal. des officiels qui m'ont dit ça. Le juge d'instruction lui-même m'a dit « Non, il n'y a rien dans vos trucs et tout ça. Vous allez sortir dans une semaine ». Donc, depuis 10 mois, j'ai entendu ça toutes les semaines. Donc, on a tendance, je veux bien y croire. Chaque fois qu'on me disait ça, je veux y croire. Ça veut dire qu'il y a eu des moments... Mais en même temps, je n'y crois pas. Je sais que c'est une... Parce que j'ai d'autres éléments, j'intègre d'autres éléments dans ma réflexion pour croire ou ne pas croire. L'atmosphère qui règne dans la prison, le contexte. Et donc, 2 jours avant ma libération, on vient me chercher dans ma cellule, on vient m'extraire de ma cellule. On me dit ramasse tes affaires, je ramasse tout. Mes petits paniers, mes petits trucs, mes petits gâteaux, voilà, mon petit frigo. Hein. Et on m'amène où? Je ne sais pas. Je pose la question, on me dit je ne sais pas. On m'a demandé de vous amener. On m'amène dans une autre prison. Oh, je me suis dit, oh mon Dieu, catastrophe. Il me sort d'une prison qui est quand même relativement vivable. Hein. Et on m'amène dans une prison qui est horrible. Qui est à Alger même, une vieille prison pourrie, salpêtrée de tous les côtés. Et bon, moi, je me retrouve là-dedans, on me refait une arrestation. Donc, je remplis des papiers, des empreintes, je signe. Une fois que c'est fini, on me dit ramassez vos papiers, vos affaires. On va où cette fois? Et il m'amène à l'hôpital. Retour à l'hôpital où j'ai été. Et là, je m'installe pour la nuit, j'ai mes affaires. Je me couche le lendemain très tôt, alors que j'attendais le petit déjeuner. Mais enfin, café, morceau de pain. On vient me dire, ramassez vos affaires, encore une fois, et remballe tout. Et je me retrouve dans une sorte de cour, on me demande de m'asseoir sur ce banc-là, et je m'assois et j'attends. Plusieurs heures sont passées,
de 8h du matin, quasiment jusqu'à 17h. J'ai attendu là. Bon, de temps en temps, on me donnait à manger, un café. Et puis, à un moment donné, on me dit, hop, on me met dans un fourgon et on démarre, on s'en va. Je dis au chauffeur, on va où? Il me dit, je ne sais pas. Bon, on roule, je lui repose la question. Il me dit, on va au Boumerdès chercher votre femme. Mais pourquoi? Ma femme, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Pourquoi on va la chercher? Ah, je ne sais pas. On m'a dit, il faut aller. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais c'est pas la direction de Boumerdès, là, vous m'amenez où? Dites-moi la vérité. Il ne répond pas. Et là, tout de suite, j'ai compris, j'ai regardé par le petit vasistas, là, on arrive à l'aéroport. Donc je me suis dit, ils vont m'expulser. Voilà. Là, j'ai compris. Je me suis dit, ils vont m'expulser, mais où, comment, etc. Et vous n'avez eu aucun dialogue avec une autorité algérienne qui vous aurait... Si, la veille... La veille, il y a eu un visiteur de nuit? Voilà, c'est pas un militaire. La veille, j'étais avec mon professeur qui me donnait des instructions concernant la suite. Hein, donc voilà, des trucs, il faut faire ceci, il faut faire cela, très très bien. Et puis à un moment donné, il m'a mis dans un bureau et il y avait un jeune monsieur là-dedans, très autoritaire. Enfin, j'ai tout de suite compris que c'était ou le patron des services secrets, ou en tous les cas, quelqu'un de très important. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Très amical. Alors, il disait toujours, dans l'hypothèse où vous sortez, est-ce que vous allez continuer vos critiques sur l'Algérie? Je dis, monsieur, je n'ai jamais critiqué l'Algérie. Je critique un régime, je critique des gens, je critique une dictature. L'Algérie, c'est pourquoi je critiquerai l'Algérie. Oui, mais là, vous y allez fort, vous touchez à la religion, c'est hyper sacré. Vous avez reconnu des machins du Sahara occidental, vous vous rendez compte de l'importance, les lignes rouges, les lignes... Je dis, monsieur, mais qui trace les lignes rouges? Moi, je ne connais que les lignes rouges définies par la Constitution. Et la Constitution garantit la liberté d'expression. Donc, il n'y a pas de ligne rouge avec moi. Il dit, oui, mais sens politique. Vous êtes un citoyen, vous devez réfléchir et tenir compte que votre pays est en difficulté, qu'on a affaire à notre ennemi, la France. Enfin, vous voyez le topo de... Votre libération a bien sûr une intense dimension politique, diplomatique, et on vient d'en parler. Est-ce que vous avez été surpris d'abord d'atterrir en Allemagne? Oui, ben, je ne m'attendais pas du tout. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, on me sort du fourgon, qu'est-ce que je vois? C'est un avion siglé présidence allemande, c'était l'avion du président. Parce que l'Allemagne a joué un rôle important dans votre libération d'intermédiaire. Voilà. Je crois qu'il y a eu un accord entre les trois gouvernements, que je sois d'abord remis à l'Allemagne et pas à la France, parce que ça aurait pu être interprété comme étant un échec, une humiliation pour l'Algérie. Est-ce que vous, au fond de vous, vous avez une idée précise de la raison essentielle de votre arrestation? Elle repose sur quoi? Des rapports compliqués et complexes entre la France et l'Algérie? Ou est-ce que vous êtes victime également de vos écrits, de vos prises de position? Non, pas du tout. Quand Sylvain Tesson, cette semaine... Mes livres sont disponibles en Algérie. Ils ont été interdits un certain temps. Enfin, certains livres. Mais mes livres sont disponibles en Algérie. Quand Sylvain Tesson, cette semaine, dans Le Point, dit « Sommes-nous dignes de recevoir celui qui ose regarder, affronter l'ennemi que nous n'osons même pas nommer ». Ah oui, qui a dit ça? C'est moi qui aurais dit ça? C'est Sylvain Tesson qui a dit ça. Ah oui, Eh ben, ça me touche beaucoup. C'est qui l'ennemi? Ça serait qui? Ça serait l'islam radical, l'islam politique? Oui. C'est pour cette raison-là que vous avez été arrêté? C'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a l'ultranationalisme, tout ce qui vient de France blesse beaucoup les autorités algériennes et les choque, les énerve, les met en colère. Il y a la question du Sahara occidental, il y a le fait aussi que, mais ça c'est un crime de lèse-majesté, que personne n'oubliera jamais, je suis allé en Israël, et de manière officielle, je ne me suis pas caché, je suis allé en partant d'Alger. Votre libération, elle a été également un enjeu de débat en France, assez passionnel. Si on résume, d'un côté, il y avait la ligne de ceux qui refusaient, je cite, finalement une diplomatie de bons sentiments, qui a incarné le ministre de l'Intérieur à l'époque, Bruno Retailleau, puis de l'autre, une ligne de dialogue où les liens se sont renoués, et la visite de Laurent Nunez prochainement est un signe qui effectivement confirme cette ligne nouvelle. Le président de la République, depuis le G20, il y a quelques heures, affirmé qu'il souhaitait bâtir une relation d'avenir avec l'Algérie. Elle est où votre ligne à vous?
Qu'est-ce Moi, qu'il je faut suis faire? depuis toujours pour la réconciliation entre la France et l'Algérie, qui ne s'est pas faite. Elle aurait dû se faire en 1962, comme les Allemands et les Français l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, malgré les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. On a raté le coche à cette époque, on aurait pu le faire. On ne l'a pas fait, on a reporté ça d'année en année. 60 années sont passées, on est encore en train d'utiliser un discours de la guerre de libération. Tout est ultra secret, tout est caché, tout est... Vous pas disiez possible. tout à l'heure que vous vous êtes entretenu avec le président de la République. Est-ce que depuis votre libération, vous êtes entretenu avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? On va se voir, probablement, dans les jours qui viennent. Oui, on s'est téléphoné, c'est mon ami, on s'est téléphoné. Il était évidemment très content de savoir que j'étais libre. Vous ne considérez pas qu'il a été un obstacle à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, à votre libération? Je pense, oui, d'une certaine manière, oui. Je pense d'une certaine manière, oui, parce qu'il offrait à l'Algérie l'occasion de rebondir sur « Regardez, c'est notre ennemi, il nous déteste, etc. » Oui, mais avec ou sans Bruno Retailleau, ils auraient réagi de la même manière avec n'importe qui. Et ils ont réagi de la même manière avec Jean-Noël Barrot, qui tenait un discours diplomatique. C'est le discours officiel, quelle que soit la personne qui est en face. Boualem Sansal, il y a eu un débat, on a beaucoup parlé pour vous en France. On vous a même lié à l'extrême droite. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous réfutez cette idée ou finalement... Je ne suis d'aucun parti. Je ne comprends pas. Donc, les gens... C'est vrai que j'ai des amis partout, dans toutes les couches de la société. J'ai des amis, évidemment, qui sont qui étaient du Front National, qui sont du Rassemblement National, de tous les partis. Je connais tout le monde. Je connais tout le monde. Moi, je ne choisis pas mes amis en fonction de leur appartenance politique. Je suis avec quelqu'un, on passe un petit moment sympathique, on discute, on échange des idées, voilà, et puis on se retrouve pour déjeuner, prendre un café. Je n'entre pas dans ce... je ne suis encarté nulle part, je ne cherche à m'encarter nulle part, je ne brigue rien du tout, je suis candidat à rien du tout, je suis un homme libre et je veux pouvoir parler avec qui je veux. Vous l'avez répété tout Quand à je suis l'heure. parti en Israël, c'est ce que j'ai dit à mes compatriotes. Ils ne voulaient pas parler aux Israéliens. Moi, je veux leur parler. Et je vais leur parler chez eux. Voilà. Et c'est comme avec les islamistes. Je discute avec eux. Je suis allé vers les islamistes et discuter avec eux. Bon, vous faites ça pourquoi? Expliquez-vous. On peut trouver peut-être un terrain. Voilà. Vous n'avez jamais cessé de dire que la France et l'Algérie la France était l'amie de l'Algérie. Ils existent en Algérie aussi, ces hommes et ces femmes qui souhaitent que l'Algérie soit aussi l'amie de la France. Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous êtes un optimiste aujourd'hui? De naissance. De Je suis un naissance, optimiste oui. de naissance. Je le sais. Parce que je me dis, d'abord, c'est pas une question. L'optimisme, on le construit. Voilà, l'avenir, on le construit. Donc, si on pense que l'avenir n'arrive pas par hasard, comme ça, parce qu'on est optimiste, parce qu'on est pessimiste, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On le construit. Moi, je veux que la France et l'Algérie soient de grands amis. Au long de l'histoire, on a passé quand même 1 siècle et demi ensemble. Bien ou pas bien, peu importe, on les a passés ensemble. Voilà, c'est tout. Vous pourrez retourner en Algérie un jour? Mais le plus vite possible, si on me le permet. J'ai dit au président Macron que j'allais rentrer le plus tôt possible, pour quelques jours, au moins récupérer mes affaires. Mais mon ordinateur, mon téléphone sont entre les mains de la justice. Je suis complètement dépouillé, là. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai posé la question je l'ai dit au président que j'allais rentrer. Il m'a dit non. Je lui ai demandé à Il M. vous a dit non. Je lui ai dit. Poser la question à M. Tebboune s'il me permet de rentrer, de ressortir. Et il m'a dit, tiens, puisque je le vois en Afrique du Sud, je vais lui demander. On a entendu tout à l'heure que vous disiez que vous étiez en ce moment contraint. La liberté, elle reviendra à travers vos livres. Vous allez reprendre l'écriture prochainement? Oui, c'est sûr, je ne peux pas vivre sans écrire. C'est devenu c'est ma façon de vivre. Bon, on est C'est de impatient de mettre vous lire. des mots, c'est d'inventer des mots et de les regarder, se construire, raconter quelque chose, quoi. Merci d'être venu nous rendre visite ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau. On suivra bien évidemment vos prochains livres, vos prochains ouvrages. Merci d'être venu nous rendre visite. Je voulais juste savoir, vous vous sentez aujourd'hui très différent d'il y a 1 an? Non, franchement, pas. Cet emprisonnement ne vous a pas écrasé? Il m'a affecté superficiellement pour le moment. C'est ce que je ressens. Il y a des moments de Mais désespérance? je pense que